on dit juste graffeur. Et détrompez-vous, les graffitis existent depuis longtemps. L'Antiquité et le Moyen-Âge ont laissé de nombreux exemples de graffitis, par exemple. En archéologie, ils font partie des témoignages populaires, souvent très vivants, et aptes à nous révéler des aspects inédits des sociétés qui les ont produits. Le véritable tournant, c'est la fin des années 60, des deux côtés de l'Atlantique, du fait notamment de la disponibilité nouvelle d'aérosols de peinture à bas coût. Et c'est là qu'une partie des graffitis gagne une vocation esthétique pour devenir de véritables typographies. Mais à la fin des années 70, le graffiti est sévèrement réprimé dans le métro de New York et commence alors à se diffuser sur les murs des quartiers défavorisés de la ville, avant d'envahir d'autres grandes villes américaines et bientôt des grandes villes européennes. Paris, Londres, Berlin, Amsterdam et Barcelone surtout. Il est peu d'occupations aussi intéressantes, aussi pleines de surprises et de révélations pour un critique que la comparaison des nations et de leurs produits respectifs. Comment a été perçue à Paris l'arrivée de cette floraison insolite ? En fait, toutes les capitales d'Europe touchées par le phénomène observent la même évolution. Arrivée de cette forme d'art, intérêt grandissant, jusqu'au lassement et la caractérisation en forme de délinquance. Et pourtant, des graffitis, il y en a partout, et dans tous les pays de notre sphéroïde. Comment vous percevez cette espèce de décadence ? Là-dessus, il est impossible de rien prophétiser de précis. Le succès ou l'insuccès ne peut absolument rien prouver. Nous avons vu bien des choses déclarées jadis absurdes, qui sont devenues plus tard des modèles adoptés par la foule. Tout le public se souvient de l'énergique résistance où se heurtèrent dans le commencement les drames de Victor Hugo, les peintures d'Eugène Delacroix et la musique de Wagner. Le graffiti, en supposant qu'il fût un ouvrage détestable, pourrait tout à fait monter au nu. En le supposant parfait, il pourrait aussi révolter. La question de la réformation de l'art n'est jamais vidée, et la bataille continuera. Apaisée, elle recommencera. Dans un avenir très rapproché, on pourrait même voir des hommes anciennement accrédités profiter, dans une mesure quelconque, des idées nouvellement émises et passer heureusement à travers la brèche ouverte par cette nouveauté. Lorsqu'un génie produit une œuvre nouvelle, inédite, l'idée est lancée, la trouée est faite, et c'est l'important. Intéressant. Changeons de perception justement. En parallèle à cette évolution judiciaire, le milieu de l'art se penche aussi sérieusement sur le sujet. Des graffeurs légendaires, comme Lee Kinons, Sin ou Jean-Michel Basquiat, peignent sur des toiles et exposent leur travail dans des galeries. Ces peintres ne sont pas spécialement issus des quartiers défavorisés, et ils ont généralement suivi un cursus classique en art ou en communication visuelle. Ils sont intéressés par l'idée d'un art urbain, clandestin, et ils s'associent aux graffeurs ou s'approprient leurs pratiques. Tenez, j'ai une dernière œuvre à vous montrer, regardez ça. Non, pitié, assez de ces photographies. Si l'œuvre en question est réellement digne d'intérêt, vous devez être capable de me la raconter par des moyens mnémotechniques. C'est une œuvre de street art qui s'appelle Silk Road, peinte par deux artistes, Etawan et Monsieur S. C'est une œuvre peinte à la bombe sur un mur de 125 mètres carrés. C'est un portrait. C'est le portrait d'une geisha. Elle est représentée tête baissée. Elle porte un éventail. Son visage est un peu grisâtre. De loin, sa silhouette donne une impression rêveuse, mélancolique. Il y a une association de couleurs jaune-violet avec un fond bleu assez vif. Le violet, choix intéressant. C'est une couleur de chanoinesse. Et le bleu du ciel, lorsqu'il est coupé de masses grises qui trempent heureusement sa morne crudité, baigne, adoucit et engloutit les contours. Le sujet principal est donc cette femme vêtue d'un drapé de soie au motif floral très coloré. Elle représente l'Asie, point de départ de la route de la soie. En fait, la fresque fait référence à l'histoire de Croix-Rousse, plus précisément à cette grande période où Lyon était la capitale de la soie dans le monde. Croix-Rousse, vous dites ? À Lyon ? Cette œuvre est à Lyon ? Qu'est-ce qui vous fait marrer ? Lyon est une ville singulière, c'est une ville de comptoir, philosophique, pleine de brume et de charbon, les idées s'y débrouillent difficilement. Tout ce qui vient de Lyon est minutieux, lentement élaboré et craintif. Ah bon ? Toujours est-il que cette œuvre est très appréciée, comme toutes les œuvres de street art d'ailleurs. Et pourtant, la technique utilisée est la même que celle du graffiti. Ce sont même souvent des graffeurs qui produisent le street art. Rien n'a changé. Sauf que ce n'est plus de la dégradation, c'est véritablement un art, de l'art urbain.
Les collectivités publiques payent désormais les graffeurs pour qu'ils décorent leurs murs, c'est quand même délirant. J'ai parlé avec l'artiste Etawan justement pour préparer notre sujet. Lui, il vient de la culture graphe. Vous imaginez bien qu'il voit le street art exploser avec un regard amer. Plusieurs fois, il a risqué des amendes ou même des peines assez sérieuses parce qu'il pratiquait simplement son art. Aujourd'hui, il voit des artistes comme Banksy, dont les graffitis sont mis sous verre tellement son travail est admiré et respecté. Pourquoi ? Et comment ce changement aux yeux du public ? Qui est assez bon critique pour lui dire ce qui relève de la délinquance ou de la prouesse artistique ? Lui-même, il décrit l'émergence du street art comme un phénomène de mode, une réappropriation des codes du graffiti pour en faire quelque chose de plus acceptable, comme s'il s'était en quelque sorte embourgeoisé. Certainement, il y aurait injustice à nier les services qu'a rendus le graffiti dans l'histoire de l'art. Désormais, le graffiti restera toujours une grâce, céleste ou infernale, à qui vous devrez des stigmates éternels. Mais il est naturel que des artistes se tournent désormais vers un genre et une méthode d'expression qui sont dans leur pleine réussite. Le graffiti, c'est une sensation puissante, il est vrai. Pourquoi nier la puissance ? Mais d'un ordre inférieur, d'un ordre quasi maladif. C'est presque une sensation négative, si cela pouvait se dire. Une méthode expéditive, d'ailleurs, et peu coûteuse, montre un temps où chacun considère le bon marché comme la qualité dominante et ne voudrait pas payer à leur prix les lentes opérations du pinceau. Cette impression pour le spectateur, qui tient du malaise, de l'ennui et de la peur, fait penser vaguement, involontairement, aux défaillances d'une population automatique et qui troublerait nos sens par sa trop visible et palpable extranéité. Ce n'est plus là ce respect enfantin dont je parlais tout à l'heure. Avouons-le, le graffiti manifeste un esprit de sectaire. C'est un massacreur de facultés. Le street art, en comparaison, est la nouveauté. Il a plus de charme à cause, sans doute, de sa solidité positive et de son amoureux cynisme. Il est normal qu'il soit plus en vogue. La question essentielle est alors de savoir si vous possédez une beauté particulière, inhérente à des passions nouvelles. Comment on se rend compte que notre idéal de beauté est en train d'évoluer ? La vitalité artistique se déplace, cela est dans l'ordre. Il ne faut jamais oublier que les nations, vastes êtres collectifs, sont soumises aux mêmes lois que les individus. Souvent, c'est le principe même qui a fait leur force qui amène leur décadence, surtout quand ce principe, vivifié jadis par une ardeur conquérante, est devenu pour la majorité une espèce de routine. La philosophie du progrès explique ceci clairement. Comme il y a eu autant d'idéal qu'il y a eu pour les peuples de façon de comprendre la morale, l'amour, la religion, le graffiti ou le street art ne consiste pas dans une exécution parfaite, mais dans une conception analogue et conforme à la morale du siècle. La prochaine fois que je vois Eta, je lui dis que c'est la vie alors. C'est ici une belle occasion, en vérité, pour établir une théorie rationnelle et historique du beau, en opposition avec la théorie du beau unique et absolu. Toutes les beautés contiennent quelque chose d'éternel et quelque chose de transitoire, d'absolu et de particulier. La beauté absolue et éternelle n'existe pas, ou plutôt, elle n'est qu'une abstraction écrémée à la surface générale des beautés diverses. L'élément particulier de chaque beauté vient des passions, et comme vous avez vos passions particulières, vous avez votre beauté. Considérez, si cela vous plaît, la partie éternellement subsistante comme l'âme de l'art et l'élément variable comme son corps. Dans l'art du graffiti, la partie de beauté éternelle sera en même temps voilée et exprimée, sinon par la mode, au moins par le tempérament particulier de l'auteur. Et dans le street art, l'artiste a un but plus général que le simple plaisir de la circonstance. Que cherche-t-il ? Il recherche la modernité, car il ne se présente pas de meilleurs mots pour exprimer l'idée en question. Il s'agit, pour lui, de dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique, de tirer l'éternel du transitoire. Vous comprenez ? Cet élément transitoire, fugitif, dont les métamorphoses sont si fréquentes, vous n'avez pas le droit de les mépriser ni de vous en passer. En les supprimant, vous tomberez forcément dans le vide d'une beauté abstraite et indéfinissable. Vous n'avez dès lors d'autre choix que de produire des portraits moralement ressemblants au caractère de votre époque.